Il y a sur un mur de garage un système de tasseau français qui a demandé 14 mois. Du contreplaqué de bouleau baltique de 72 pouces, chaque tasseau coupé à un angle exact de 45 degrés sur une scie sur table réglée exprès pour ça. Des porte-outils sur mesure, conçus dans un logiciel de CAO appris pour ce projet et jamais rouvert depuis, accueillant chaque ciseau, chaque rabot, chaque scie dans un emplacement dédié garni de feutre, commandé chez un fournisseur spécialisé, parce que celui de la quincaillerie était trop épais et pas du bon gris. L'établi a été refait 3 fois. La première version était fonctionnelle, mais pas assez de niveau selon ce qu'imposait le niveau numérique. La deuxième était de niveau, mais l'étau était monté du mauvais côté pour le flux de travail imaginé, un flux qui n'a jamais eu lieu. La troisième a un plateau en érable raboté si plat qu'il reflète la lumière de l'atelier comme une eau immobile un jour sans vent. Il y a un système d'aspiration avec trappe à chaque poste, relié par des tuyaux PVC de 4 pouces qui longent le plafond, selon un tracé préparé pendant 2 week-ends avec du ruban de peintre bleu avant qu'une seule vis soit posée. Une station de charge pour les outils sans fil est intégrée au bout de l'établi. Des bandes DEL, sous les armoires murales, s'allument automatiquement quand l'éclairage de l'atelier s'allume. L'atelier est, à toute évaluation honnête, terminé. Il l'est depuis 3 mois. Et pendant ces 3 mois, pas un seul projet n'y a été construit. Le tiroir des mèches a été réorganisé 2 fois. Une étiqueteuse est arrivée et chaque tiroir a reçu son étiquette. Le râtelier à serre-joint a été reclassé par taille. Aucune planche n'a été coupée. Aucun assemblage n'a été testé. Aucun copeau n'a touché le sol. Ce n'est pas de la procrastination, ni du perfectionnisme déguisé en préparation, ni le comportement de quelqu'un qui a peur de commencer. Il se passe quelque chose de plus précis, psychologiquement dans l'écart entre la personnalisation et l'absence de production, et ça touche à la façon dont certains esprits vivent le rapport entre potentiel et engagement, et à la raison pour laquelle le potentiel, à l'état pur, récompense davantage le cerveau qu'aucune des choses concrètes qu'il pourrait devenir. L'effet Zeigarnik, du nom de la psychologue Bluma Zeigarnik, qu'il a décrit dans les années 1920, désigne la tendance du cerveau à s'accrocher aux tâches inachevées avec bien plus d'insistance cognitive qu'aux tâches terminées. Une tâche inachevée reste active en mémoire, créant un engagement cognitif de fond qui maintient l'esprit lié au travail même quand le corps a quitté la pièce. L'atelier qu'on améliore sans cesse est la machine Zeigarnik parfaite. Il n'était jamais fini. Il y a toujours un tiroir qu'on pourrait mieux ranger. Un système à affiner, une lampe à déplacer. Chaque amélioration ouvre une petite boucle, capte l'attention, se referme avec une brève récompense neurochimique, puis est aussitôt remplacée par la suivante, le tiroir suivant, le réglage suivant, la raison suivante de rester dans l'atelier sans atteindre le moment terrifiant et irréversible où l'on construit enfin quelque chose. Un tiroir qui se ferme dans un léger clic, un râtelier qui porte 12 serre-joints par ordre croissant, chaque poignée alignée sur la suivante. La satisfaction du système achevé qui s'installe dans le corps pendant environ 4 secondes, avant que l'œil remarque que le rangement du papier abrasif sous l'établi pourrait être réorganisé par grain plutôt que par taille. La boucle se rouvre avant même que la précédente soit tout à fait refermée. L'engagement est continu. L'achèvement, lui, reste sans cesse repoussé. Le sentiment d'efficacité personnelle, cette conviction intériorisée que ces actes produisent des effets réels, ne fonctionne pas pareil selon la prévisibilité du résultat. Les recherches d'Albert Bandura ont montré qu'il est le plus fort quand l'issue de l'action est garantie et immédiate. Ranger un tiroir produit un résultat garanti. Le tiroir est rangé. Il n'y a pas d'ambiguïté. Aucun risque. Aucune chance que le tiroir résiste au rangement ni que le rangement révèle un défaut chez celui qui range. Construire une table introduit de l'incertitude à chaque assemblage. La mortaise peut être trop serrée. La surface peut tacher au moment de la finition. Les proportions peuvent sembler fausses dans la pièce où la table sera posée, même si elles paraissaient justes sur le dessin. L'esprit qui personnalise n'évite pas le travail. Il choisit la catégorie de travail où l'échec est structurellement impossible et où le circuit de récompense s'active à coup sûr. L'atelier devient le projet. Et ce projet ne peut pas échouer, parce que la seule personne qui juge le niveau exigé est celle qui fixe ce niveau. Et ce niveau peut toujours bouger. Un niveau posé sur une étagère. La bulle revient au centre. L'étagère est juste. La confirmation est binaire, absolue, incontestable. Un rabot à main posé sur une planche. Le copeau s'enroule. Mais la surface est-elle assez plate ? La question introduit un doute que le niveau, lui, n'a jamais introduit. L'étagère répond oui ou non. La planche répond peut-être, et peut-être, et réussir la finition, c'est la partie la plus difficile de tout projet. Si vous avez déjà eu des bulles, des traces de pinceau ou une couche qui ne séchait pas, nous avons préparé un guide avec tout ce que le pot ne vous dit pas. Scannez le code à l'écran ou consultez le premier commentaire.
l'ennemi du circuit qui a besoin de certitude pour s'allumer. Les recherches de Csikszentmihalyi sur l'état de flow donnent l'explication neurologique de ce qui rend la personnalisation de l'atelier si satisfaisante, de façon si fiable et répétable. Les conditions du flow sont précises et documentées. Un but clair, un retour immédiat et un niveau de difficulté adapté aux compétences de la personne. L'aménagement de l'atelier coche les trois avec une constance rare. Le but est clair, poser le tasseau mural. Le retour est immédiat. Le tasseau est de niveau ou ne l'est pas. La difficulté correspond au savoir-faire. Couper du contreplaqué et visser, c'est maîtriser. Le flow s'installe, le cortex préfrontal se calme, et les heures passent sans résistance. Fabriquer un meuble introduit au contraire des variables qui cassent régulièrement cet état. Un fil du bois qui change au milieu d'une planche, un ciseau qui demande une technique à la limite de ce qu'on maîtrise. Un assemblage qui exige 3 essais. Chaque rupture éjecte le constructeur du flow et l'oblige à y re-rentrer, et ce retour a un coût cognitif élevé. La boucle de personnalisation, elle, est un flow qui ne se brise jamais, et celui qui y reste choisit une fiabilité neurologique plutôt que le risque créatif qu'impose le meuble. Une trappe d'aspiration qui s'ouvre avec un clic net. L'aspirateur à copeaux qui se met à ronronner. Le système marche. Il marche à chaque fois parce qu'il a été conçu pour marcher. Le projet qu'on poserait sur l'établi, s'il y en avait un sur l'établi, pourrait ne pas marcher. Ce pourrait, c'est l'écart entre l'atelier et le travail. Et cet écart est resté ouvert 3 mois sans montrer le moindre signe de se refermer tout seul. Le circuit de récompense lié à l'effort, décrit par la docteure Kelly Lambert, ajoute une dimension que les recherches sur le flow ne couvrent pas entièrement. La voie qui relie le mouvement de la main à la production de sérotonine et de dopamine s'active pendant l'aménagement de l'atelier, selon un schéma distinct de celui qu'elle produit pendant la fabrication. L'aménagement multiplie les micro-achèvements. Chaque tasseau posé, chaque support fixé, chaque étiquette imprimée puis collée. Le signal de récompense est fréquent et l'intervalle entre 2 récompenses est court. La fabrication, elle, impose de longues phases d'effort entre 2 étapes terminées, et certaines fins d'étape restent ambiguës. Or, une fin ambiguë n'active pas le circuit avec la même netteté. Celui qui aménage au lieu de fabriquer n'est pas paresseux. Il était devenu dépendant d'une fréquence de récompense que la fabrication ne peut pas offrir, et cette dépendance est entretenue par l'inachèvement permanent de l'atelier, qui garantit qu'un nouveau micro-achèvement reste toujours à portée. Ce comportement a aussi une dimension culturelle qui dépasse la seule neurologie individuelle et touche à la façon dont les ateliers sont consommés comme contenu. Le bel atelier est devenu, via YouTube, les forums de menuiserie et les réseaux sociaux, un genre à part entière. Des chaînes totalisant des millions de vues ne sont pas consacrées à fabriquer des meubles, mais à fabriquer des ateliers. La vidéo sur les tasseaux muraux, la construction du poste à onglets, le système d'aspiration ultime, la solution de stockage du bois. Le public de ce contenu est de plus en plus un public qui regarde d'autres gens se préparer à construire au lieu de les regarder construire. La préparation est devenue le produit. La visite d'atelier a remplacé la révélation du projet fini comme contenu qui génère de l'engagement. Et celui qui passe 14 mois à personnaliser son atelier ne suit pas seulement un penchant personnel. Il participe à un moment culturel où l'atelier lui-même a remplacé le travail comme objet d'aspiration, d'attention et d'identité. Il y en a un qui a publié 37 photos de son atelier sur un forum où d'autres manuels partagent leurs espaces. Les photos montrent le système de tasseau sous 3 angles, le poste à onglets avec sa rallonge relevable, le collecteur d'aspiration, le sol en époxy avec ses paillettes assorties. Il n'y a aucune photo de projet terminé. Les commentaires sont enthousiastes, les compliments portent sur l'organisation, le flux de travail, l'éclairage, le sol. Personne ne demande ce qui a été fabriqué dans cet atelier, parce que l'atelier est précisément ce qui a été fabriqué, et cet accomplissement suffit aux yeux de la communauté qui le juge. L'atelier ressemble à un showroom. La surface de l'établi est intacte. Pas parce qu'il est neuf, parce qu'elle est préservée. Parce que la première marque serait le début de quelque chose que cette surface immaculée ne contient pas encore, alors que, dans son état actuel, elle contient tous les projets possibles, tous les assemblages possibles, toutes les finitions possibles. Dès qu'une planche est coupée, la surface ne peut plus contenir qu'un seul projet, et tous les autres qu'elle aurait pu contenir disparaissent. Il y en a un autre qui a construit un poste de scie à onglets, avec aspiration intégrée, butée de précision, guide en rail en T et table de sortie, relevable portant la capacité de coupe à 8 pieds. Le poste est magnifique, il fonctionne parfaitement. En 8 mois, il a servi à 3 coupes. Ces 3 coupes ont été faites pour vérifier l'alignement de la butée, pas pour fabriquer quoi que ce soit. Les chutes de ces essais sont à la poubelle. Le poste reste là dans l'atelier, propre, calibré, en attente d'un projet qu'on n'a pas choisi,
parce que choisir un projet lancerait le processus d'utilisation du poste, et utiliser le poste amènerait de la suure, des traces d'usure et la première rayure sur le guide en aluminium, et cette première rayure est l'événement qui sépare l'atelier du showroom, et le showroom est ce qu'on a mis en scène pendant 14 mois, et cette mise en scène, c'était le travail, et le travail est achevé, et l'achevé a fait du début d'un nouveau travail une perte plutôt qu'une avancée. Il y en a un autre dont la femme a dit que l'atelier ressemblait à une cuisine, où personne ne cuisine. La phrase est tombée un dimanche soir, et est restée suspendue plus longtemps qu'aucun des deux ne l'aurait cru. Elle n'était pas cruelle. Elle avait la précision particulière de quelqu'un qui observe le même schéma depuis des années et finit enfin par trouver la phrase juste. Le samedi suivant, la lumière de l'atelier s'est allumée à 6 heures du matin. À 8 heures, il y avait de la sueur au sol pour la première fois depuis 5 mois. La première coupe a été faite à la scie à onglet. Elle n'était pas parfaite. L'angle déviait d'1 demi-degré et l'assemblage a dû être repris. Le réglage a été fait, le joint collé, et le projet, un simple cadre photo, était terminé le dimanche après-midi. Le cadre a été accroché au mur et longuement regardé. L'établi avait sa première marque. C'était une petite rayure laissée par un serre-joint qui avait glissé, et elle a été examinée comme un jeune parent regarde la première égratignure de son enfant avec une attention disproportionnée. Cette rayure n'était pas un dégât, c'était une preuve d'usage, et cette preuve d'usage s'est révélée plus satisfaisante que les 14 mois de préparation qui l'avaient précédée. Non pas parce que cette préparation avait été vaine, parce qu'elle avait un but, et que ce but avait enfin été respecté, et que ce respect ressemblait à une permission retenue si longtemps que l'obtenir a provoqué dans la poitrine quelque chose que les tiroirs bien rangés, les bacs étiquetés et le système de tasseau parfait n'avaient jamais provoqué. Il y en a un autre qui a compris, sur la longue route du retour après un travail sans résultat tangible, que l'atelier était devenu le travail. La même optimisation sans production. La même préparation sans exécution, la même impression d'être occupé sans jamais avoir fini. Cette prise de conscience n'avait rien d'agréable. Elle était assise sur le siège passager, comme un invité de trop. L'atelier avait été construit pour offrir une alternative au travail abstrait de la semaine. À la place, il en avait reproduit la logique dans une pièce mieux éclairée. Le soir suivant, une planche a été posée sur l'établi, sans mesure, sans plan, juste posée là. Puis un rabot à main a servi à enlever un seul copeau de la surface. Le copeau s'est recourbé et est tombé au sol. Le sol n'était plus parfait. Et cette imperfection était la première chose honnête que l'atelier ait produite. Ce que la plupart des gens voient quand ils regardent quelqu'un améliorer sans fin un atelier qui ne produit rien, c'est de l'évitement. Quelqu'un qui prépare toujours et ne passe jamais à l'acte. Un homme qui a confondu le contenant et le contenu. En réalité, il se joue une négociation entre potentiel et engagement que la plupart des créatifs reconnaîtront s'ils acceptent d'être honnêtes au sujet des tiroirs de leur propre vie, rangés une fois de trop. L'effet Zeigarnik maintient l'esprit en éveil par l'inachèvement permanent, en créant un bourdonnement mental qui ressemble à de la productivité. Les recherches sur le sentiment d'efficacité personnelle expliquent pourquoi on choisit de personnaliser au lieu de construire, en préférant le résultat garanti au résultat risqué. Les recherches sur l'état de flow montrent pourquoi la boucle de préparation est si fiable sur le plan neurologique, puisqu'elle réunit les 3 conditions de l'absorption prolongée sans les perturbations qu'introduit le travail créatif. Le circuit de récompense lié à l'effort explique pourquoi la fréquence des micro-achèvements devient addictive, d'une façon que le rythme plus lent de la fabrication de meubles ne peut pas égaler. Cette personne n'évite pas le travail. Elle est accro à la phase qui le précède, la phase où tout est possible, où rien n'a encore été mis à l'épreuve, et où l'atelier devient un musée du potentiel, mis en scène par quelqu'un qui, derrière toute cette optimisation, redoute ce qui arrive quand le potentiel devient concret. L'atelier n'est pas un échec de productivité. C'est un monument à la phase la plus séduisante et la plus dangereuse de tout acte créatif, l'instant avant la première coupe. Si vous vous êtes déjà tenu dans un espace que vous aviez construit pour fabriquer des choses, en réalisant que vous n'y aviez encore rien fabriqué, et que cette prise de conscience vous a mis mal à l'aise exactement à hauteur du temps depuis lequel cet espace est terminé, la vraie question n'est pas pourquoi vous continuez d'améliorer l'atelier. La vraie question, c'est ce que vous protégez en le gardant parfait. Et si la première coupe, celle qui met de la sueur sur le sol que vous avez mis des mois à finir et une rayure sur l'établi que vous avez passé des semaines à la raboter, n'est pas la coupe la plus importante que vous ferez jamais. Non à cause de ce qu'elle produit, à cause de ce qu'elle arrête. Et parce que ce qu'elle arrête n'a jamais été la préparation, c'était le fait de se cacher. Et se cacher a été confortable. Et ce qui est confortable est presque jamais ce qui est nécessaire. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle façon de comprendre ce qui se passe dans votre atelier, on a préparé quelque chose pour vous.
Dans le premier commentaire sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers un guide qu'on a conçu pour obtenir une finition parfaite à chaque fois. Des centaines d'abonnés ont déjà leur exemplaire, ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil.